BFM TV Face à Face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le coordinateur de la France Insoumise et vous êtes d'ailleurs député réélu dès le premier tour des Bouches-du-Rhône. Je voudrais d'abord qu'on fasse un point avec vous sur le nombre de députés sortants ou de qualifiés qui finalement se désisteraient. Vous faites partie de ceux qui, très vite après les résultats de dimanche soir par la voix de Jean-Luc Mélenchon, avaient annoncé que vous demandiez à tous les candidats du nouveau Front Populaire qui seraient arrivés en 3e position dans des circonscriptions où le RN aurait la possibilité d'être élu, de se désister. Est-ce que tout le monde a répondu présent ? Oui, bien sûr. C'est une règle et un principe qui est un principe constant pour nous depuis plusieurs élections, depuis l'existence de la France Insoumise, de dire au 2e tour, pas une voix pour le Rassemblement National, pas un siège de plus pour le Rassemblement National. Et effectivement, dans les situations dans lesquelles le Rassemblement National est arrivé en tête et le candidat du nouveau Front Populaire, et en l'occurrence de la France Insoumise, est arrivé en 3e position, nos candidats ont décidé de retirer leur candidature. Donc c'est clair, net. Est-ce que vous avez le chiffre ce matin du nombre de candidats qui se désistent ou du nombre de candidats qui seront donc présents ? C'est entre 40 et 50 à peu près de candidats qui ont fait le choix de retirer leur candidature. Il y a 32 candidats du nouveau Front Populaire qui ont été élus dès le premier tour. Nous étions, avant ces désistements, qualifiés dans à peu près plus de 400 circonscriptions au second tour. Et comme il va y avoir entre 50 et 100 désistements, si je prends le nouveau Front Populaire de manière générale, ça veut dire que nous serons entre 300 et 350 candidats qualifiés pour le second tour. Candidats qualifiés et présents donc au second tour. Du côté des candidats macronistes, il y a eu une certaine confusion. Une partie ont dit tout sauf le RN, une autre partie, comme notamment Édouard Philippe ou Bruno Le Maire, ont dit aucun insoumis, c'est-à-dire ni des voix pour le RN ni pour LFI, et certains ont dit ce sera au cas par cas. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain ? Est-ce qu'il y a désistement ou pas ? D'abord, je constate comme vous une certaine forme de cacophonie dans le discours médiatique sur le sujet. Maintenant, j'observe que dans un certain nombre de circonscriptions, les candidats macronistes, quand ils sont arrivés en 3e position, ont décidé de se retirer, y compris face à des candidats de la France Insoumise. Mais il y a encore, puisque c'est jusqu'à ce soir 18h la date limite de dépôt des candidats, il y a encore un certain nombre de cas, j'en comptabilise en ce qui concerne la France Insoumise une bonne dizaine, dans lequel, pour l'instant, les députés macronistes ont annoncé, soit n'ont rien annoncé, soit ont annoncé la volonté de se maintenir et donc mettent en danger le résultat de dimanche et ouvrent la possibilité à l'extrême droite de pouvoir disposer d'une majorité absolue dimanche. Il y a un cas, par exemple, c'est celui de Loïc Signor. Loïc Signor, il est porte-parole du parti macroniste. Il a annoncé hier soir qu'il ne se retirerait pas dans la circonscription où Louis Boyard de la France Insoumise est aussi opposé à un candidat RN. Qu'est-ce que vous en dites ? Je vous dis, comme pour l'ensemble des cas, qu'il me semble que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je crois qu'il y a un enjeu de clarté et que cette clarté, elle doit s'appliquer partout. Vous avez donné ce cas-là, je peux en donner d'autres. C'est le cas en Dordogne, c'est le cas dans les Côtes-d'Armor, c'est le cas dans les Alpes de Haute-Provence. Il y a un certain nombre de situations, je ne vais pas toutes les lister ici sur ce plateau, dans lesquelles j'appelle le camp macroniste à faire preuve de la même clarté que celle dont nous avons fait preuve depuis dimanche soir. Vous dites que c'est uniquement pour faire battre le RN, pour empêcher le RN d'accéder à une majorité absolue, ou est-ce que c'est aussi pour donner une majorité de gauche à ce pays ? Non, bien sûr, on est dans une élection législative. L'enseignement du premier tour de ces élections législatives, il y a une chose qui est certaine, c'est que les macronistes ne sont pas en capacité de continuer à gouverner le pays. Mais Raphaël Glucksmann, il dit qu'il y a une autre chose qui est certaine, c'est que la gauche n'aura pas la majorité. Ça, c'est lui qui le dit. Moi, sur la base des chiffres que je viens de vous donner, il me semble que nous sommes qualifiés dans suffisamment de second tour. Et si en plus on comptabilise les 32 victoires au premier tour, la possibilité pour le nouveau Front Populaire de pouvoir disposer d'une majorité pour gouverner ce pays dimanche, elle est encore sur la table. Mais elle nécessite, c'est vrai, par exemple, que le tiers des électrices et des électeurs qui ne se sont pas déplacés dimanche dernier se mobilisent. Et donc moi, je profite de ce plateau ce matin
pour appeler à la mobilisation. Certes, on a eu une participation plus importante que celle qu'on avait pu observer en 2022. C'est à peu près 2/3 des électrices et Mais des ça veut dire qu'il électeurs qui reste se sont un déplacés. tiers. Il en reste un tiers. Et un tiers, c'est beaucoup. C'est à peu près 16 millions d'électrices et d'électeurs. C'est bien davantage que le résultat du Rassemblement national au premier tour de ces élections C'est intéressant, ça veut dire que vous dites, là, on n'est pas juste dans non au RN, on est aussi en train de Bien constituer potentiellement demain une majorité de gauche et donc un gouvernement de gauche. Raphaël Glucksmann, je dis ces mots hier soir, il a dit, attendez, soyons sincères, il n'y aura pas de majorité de gauche. Il a même répété, il a dit, la gauche n'aura pas la majorité, point barre. Écoutez, ça c'est son point de vue et il a le droit de le penser, mais si vous voulez... Oui, mais presque c'est comme si c'était une manière de dire aux gens, bon, vous pouvez voter pour nous, puisque de toute façon, il y a zéro chance qu'on y accède. Bah écoutez, moi j'appelle les gens à voter pour nous parce que je pense que les gens ont intérêt à ce qu'on y accède. Parce que la question qui est quand même posée dans cette élection, l'élection c'est quand même la confrontation de différents projets d'un point de vue démocratique et après les Françaises et les Français tranchent. Et donc la question que je pose à tout le monde c'est est-ce que lundi prochain vous préférez avoir à la tête du pays un gouvernement qui va s'engager pour abroger immédiatement la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et prendre la direction, revenir vers la retraite à 60 ans, ou est-ce que vous voulez un gouvernement qui, comme l'a avoué Monsieur Bardella la semaine dernière, est prêt à ce qu'on parte à la retraite à 65 ou 66 ans? Ça, c'est des questions très concrètes. Est-ce que vous préférez d'avoir un gouvernement qui va augmenter les salaires, qui va bloquer les prix sur les produits de première nécessité, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez un gouvernement dirigé par Monsieur Bardella qui petit à petit a abandonné l'ensemble de ses promesses en matière de pouvoir d'achat? Est-ce que vous voulez, je m'arrête là, un gouvernement... Non, mais on peut continuer, mais c'est vrai que j'ai l'impression que... Et d'ailleurs, c'est notre vie à tous les Français depuis des semaines maintenant. On a l'impression qu'on joue à... C'est presque action ou vérité. C'est tu préfères ça ou tu préfères ça, et on a l'impression... Franchement, Apolline de Malherbe, excusez-moi, je joue pas de problème. Mais je trouve qu'on se retrouve dans ce système où, quand Raphaël Glucksmann dit ça hier... C'est une élection. Ouais, alors nous aussi on va être sincères, comme le dit Raphaël Glucksmann. C'est une élection. Dans une élection, c'est normal qu'on mette sur la table les différents projets politiques. Tout à fait, Manuel Bompard. Mais c'est vrai que donc en je vrai, joue pas, et je pense que vous l'avez entendu. Les projets qui sont les nôtres. Vous l'avez entendu comme nous. Vous l'avez entendu comme nous. Quand Raphaël Glucksmann dit hier, soyons sincères, il n'y a pas aucune majorité à gauche, aucune possibilité de majorité à gauche. On a presque envie de traduire et de dire qu'il a l'air de dire non mais vous inquiétez pas, il y a zéro risque qu'on arrive au pouvoir. Vous l'avez entendu comme moi. Mais si vous voulez poser des questions à Raphaël Glucksmann, invitez-le. Bien sûr, mais vous, c'est comme ça que vous l'avez entendu. Non, moi, voilà ce que j'ai à vous dire. Moi, je suis ni triste, ni content du résultat du premier tour. Je suis dans la bataille. Je suis dans la lutte pour essayer de faire en sorte que oui, l'extrême droite ne s'empare pas du pouvoir, mais aussi qu'il y ait un gouvernement du nouveau Front populaire pour changer la vie des gens. Et c'est pas un jeu. Et précisément, dans une élection, c'est normal qu'on se pose cette question. Je pense aux 3,3 millions de personnes en France qui ont une double nationalité. Je pense que pour eux, le fait de savoir si lundi, il y a un gouvernement du nouveau Front populaire qui va faire en sorte que tout le monde puisse continuer à vivre tranquillement dans ce pays, ou un gouvernement du Rassemblement national qui va interdire à ces binationaux d'avoir accès à un certain nombre d'emplois, c'est une angoisse vitale. C'est une angoisse vitale. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu des paroles qui sont des paroles de clarté totale sur le fait qu'il ne peut pas être question de favoriser l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, parce que c'est une remise en cause d'un certain nombre de principes qui sont élémentaire, essentiel d'un point de vue républicain. Manuel Bompard, dans les histoires de désistement, il y a aussi cette question de deux insoumis qui parfois se retrouvent opposés les uns aux autres au deuxième tour. Là, vous désistez pas. Mais là, en l'occurrence, il n'y a aucun risque que l'extrême droite puisse s'emparer du pouvoir. En l'occurrence, la question que vous posez, elle concerne deux circonscriptions. Tout à fait. Deux circonscriptions. Et à Montreuil, qui sont deux circonscriptions dans lesquelles il y a une opposition au deuxième tour entre deux candidats qui se revendiquent de la gauche. Donc les électrices et les électeurs trancheront, mais il n'y a aucun risque, en quelque sorte, de favoriser l'accès au pouvoir de l'extrême droite. Alors, c'est précisément deux circonscriptions, dont celle, en effet, du sortant Alexis Corbière, qui arrive premier à Montreuil avec 40,2% des voix. Il appelle à ce que la candidate investie officiellement avec le tampon LFI, Ali Ben Ali, qui elle a obtenu 36,4% des voix, donc derrière lui, se retire pour pas qu'ils se retrouvent à s'affronter l'un l'autre au deuxième tour. Honnêtement, c'était pas le moment d'enterrer la hache de guerre. Mais comme je vous l'ai dit, et je peux vous le redire si vous voulez, il n'y a dans ces deux circonscriptions. Non, j'ai bien compris. Ce ne serait pas pour faire menace. Ce ne serait pas pourquoi empêcher les électrices et les électeurs de se prononcer sur le sujet, qu'ils se prononcent. Et pourquoi est-ce que ce serait pas le moment aussi de se dire, finalement, on se réconcilie? Mais madame, moi je suis pas fâché. C'est pas le sujet. Il y a deux candidats sur ces circonscriptions qui ont été investis officiellement
par la France Insoumise et donc par le nouveau Front Populaire. Et puis il y a d'autres candidats qui ont choisi de maintenir leur candidature face à ces candidats investis officiellement. Il y a eu un premier tour, il y aura un deuxième tour, mais honnêtement, on parle de 2 circonscriptions sur 577. Oui, mais elles sont tout à fait symptomatiques parce que Alexis Corbière comme Raquel Garrido ont dit hier qu'ils avaient le sentiment que LFI n'était plus une organisation démocratique dans ce fonctionnement-là. Oui, mais bon, ça, c'est pas la première fois qu'ils le disent, et donc il faut qu'ils en tirent les conclusions, c'est-à-dire que s'ils sont pas à l'aise à la France Insoumise, pourquoi ont-ils demandé l'investiture de la France Insoumise? Il va donc y avoir un duel fratricide. Mais c'est pas fratricide, écoutez, il y a une élection, et une élection, ça permet aux électrices et aux électeurs de trancher, ils vont le faire. Maintenant, franchement... Clémentine Autain, elle a rajouté hier, elle est toujours pour le coup sous l'étiquette LFI, mais elle s'est adressée à la presse aux côtés de Raquel Garrido, d'Alexis Corbière et de Madame Simonet, et elle a dit les luttes internes ont été tranchées par les urnes, les électeurs ont infligé un camouflet, c'est son mot, à la décision prise par Jean-Luc Mélenchon à l'égard d'Alexis Corbière et de Daniel Simonet. Écoutez, d'abord, ce n'est pas la décision prise par Jean-Luc Mélenchon. Elle a été prise par qui, la décision ? Par le comité électoral de la France Insoumise, en consultation avec les militants de la France Insoumise dans ces circonscriptions, qui ont considéré, et c'est quand même encore le droit dans une organisation démocratique justement, de pouvoir choisir librement les candidats qu'ils avaient envie d'investir. Maintenant, je vais vous dire franchement les choses. Mais en fait, attendez, je peux terminer juste une phrase à Apolline de Malherbe, si vous voulez bien. Parce que, juste... Vous êtes étonné quand même par la façon dont ils se sont adressés à la presse hier ? Je suis étonné par le fait qu'on consacre beaucoup de temps et beaucoup de... Ils ont quand même organisé, et ce sont des députés de chez vous, je suis étonné qu'ils l'aient fait. Une conférence de presse hier soir. Eh ben, moi, ce n'est pas ma priorité dans cette semaine. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que fait la France Insoumise cette semaine. La France Insoumise cette semaine, l'ensemble des députés qui, par exemple, ont été élus au premier tour, se déploient, vont en soutien de nos candidats qui sont confrontés au second tour, au Rassemblement national, dans un certain nombre de circonscriptions. Moi-même, à l'issue de cette interview, je vais aller dans l'Isère, puis dans le Rhône, pour aller aider des candidates et des candidats. Voilà ce qu'on fait tous. Et les militantes et les militants de la France Insoumise, ils se déploient aussi, ils se déplacent. Ils vont dans d'autres circonscriptions pour essayer de favoriser la victoire d'un maximum de candidats du nouveau Front Populaire. Et je pense que c'est ça qui devrait monopoliser, consacrer l'essentiel de notre énergie. Il y a quand même une chose très surprenante que Raquel Garrido a dit hier. Elle a dit qu'on avait estimé visiblement chez LFI qu'elle n'était, je cite, pas assez représentante des quartiers. Ça veut dire quoi ? Mais je ne sais pas, c'est à elle qu'il faut poser la question. Elle dit, nous ne serions pas assez représentatifs des quartiers populaires. Je fais partie pourtant des quelques personnes dans l'hémicycle qui sont immigrées. Elle est franco-chilienne. Elle dit, nous mettre en opposition les racisés, les immigrés, c'est très malsain. Franchement, Apolline de Malherbe, moi j'appelle à un peu de cohérence. J'ai entendu toutes les critiques sur la France Insoumise de ces personnes. Donc je me demande dans ce cas-là la raison pour laquelle il y a 3 semaines, ils se sont plaints de ne pas avoir été investis par la France Insoumise. Vous voyez ? Vous dites au fond, bon, ça veut dire qu'ils n'aiment pas la France Insoumise, qu'ils n'aillent pas demander à ce qu'on les soutienne. Ils ont le droit, c'est leur liberté, mais dans ce cas-là, il ne fallait pas demander à ce que la France Insoumise les investisse. Est-ce que ça veut dire que vous estimez aujourd'hui que quelqu'un qui n'est pas personnellement racisé ne peut pas incarner l'antiracisme? Je n'ai jamais estimé ça. Par contre, il me semble évident que du point de vue de la représentation parlementaire, et c'est pas vrai que pour la France Insoumise, mais pour le pays lui-même, on a une représentation parlementaire qui aujourd'hui n'est pas suffisamment à l'image du pays, que ce soit du point de vue de ses catégories sociales, du point de vue de ses origines. Est-ce qu'on peut porter la lutte contre le racisme quand on n'est pas racisé? Mais bien sûr. J'en veux pour preuve la phrase de Rima Hassan qui était à Montreuil pour le meeting commun. Elle avait eu cette phrase: l'antiracisme a besoin de voix incarnées et non pas de porte-parole éloignée des réalités. Cette époque du porte-parole-là est révolue. Tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Je suis d'accord avec cette phrase, bien évidemment, que pour lutter contre des oppressions, et il y a des personnes qui sont particulièrement bien placées pour le faire, c'est celles qui les subissent au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui ne les subit pas ne peut pas y être sensible ou ne peut pas contribuer à la lutte contre ces formes d'oppression. Mais si je vous posais la question autrement, et si je vous disais que est-ce que vous trouverez ça normal qu'une assemblée soit 100% masculine et que donc on considérerait qu'elle pourrait lutter facilement contre le sexisme ou contre le machisme, vous me direz à juste titre que ce serait un problème. Mais j'espère que les hommes peuvent porter les mêmes pour autant, ça n'empêche pas que les hommes puissent se battre aussi sur ce sujet. Manuel Bompard, c'est ça dont on est en train de parler. Est-ce que vous pourriez gouverner avec Gabriel Attal? Je vous pose la question parce que hier soir, il a dit qu'au fond, il y avait plusieurs options, pas seulement une majorité RN ou une majorité de gauche, mais qu'il y avait aussi l'idée d'une sorte de majorité plurielle. C'est son mot, on l'écoute. Il y a un troisième chemin qui est celui que je défends, qui est celui d'avoir une Assemblée nationale plurielle au sein de laquelle nos candidats
sont présents pour protéger les Français des hausses d'impôts, protéger les Français des projets de division. Donc éviter que le Rassemblement national ait une majorité absolue, ça passe dans certaines circonscriptions, poignées de circonscriptions, par des désistements de nos candidats pour empêcher le Rassemblement national d'avoir cette majorité absolue. Maintenant, désistement ne veut pas dire ralliement. Chiche ? Non, d'abord, je veux dire que moi, je suis dans une campagne, je l'ai dit tout à l'heure, où l'objectif, c'est d'avoir une majorité pour pouvoir gouverner avec un gouvernement du nouveau Front populaire dimanche. Donc, c'est quand même ça, aujourd'hui, l'enjeu, en tout cas pour cette semaine. Pour le reste, je vais vous dire un principe très simple, très clair. Les insoumis ne gouverneront que pour appliquer leur programme, rien que le programme, mais tout le programme. Donc, quand Gabriel Attal renonce à la dernière minute, dimanche soir, quelques heures avant qu'il ne soit minuit, et donc que la réforme de l'assurance maladie ne s'applique, vous prenez, mais est-ce que c'est pas justement une manière de vous dire, bah regardez, on peut faire un pas vers vous, faites un pas vers nous? Qu'il, par exemple, décide d'abroger la réforme des retraites. S'il veut faire des pas, moi, tous les pas, je les prends. Mais ce ne sera pas des pas là, c'est-à-dire que vous voulez qu'il adopte votre programme. Mais non, mais c'est pas moi que je veux pas, je demande pas. Gabriel Attal, il est disqualifié. Vous avez pas envie de non mais attendez, Gabriel Attal n'est pas en mesure d'être Premier ministre demain. C'est pas moi qui le dis, c'est les électrices et les électeurs qui l'ont dit. Là, il dit un gouvernement qui ne va pas faire de hausse d'impôts, dit-il. Vous savez très bien ce que ça veut dire quand M. Gabriel Attal parle de hausse d'impôts de manière extrêmement mensongère d'ailleurs. Ça veut dire par exemple qu'il s'oppose au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Lui, il appelle ça une hausse d'impôts. Il fait croire aux gens qu'ils vont être concernés par cette hausse d'impôts alors que ça concerne les milliardaires de ce pays. Donc moi, par exemple, je n'ai pas participé à quelque gouvernement que ce soit qui ne rétablit pas de la justice fiscale, qui ne met pas en œuvre une politique de répartition des richesses autre que celle qui a été mise en place par Gabriel Attal et par Emmanuel Macron lui-même. Donc il faut être, moi je crois à la cohérence, à la clarté, à la sincérité dans une campagne électorale. Voilà le programme que nous présentons aux électrices et aux électeurs. Nous sommes prêts à gouverner sur la base de ce programme. Il y en a certains qui vous combattent sur le plan plutôt fiscal, en effet, et sur les questions, ça a été d'ailleurs la première réaction aussi du gouvernement, de chiffrer votre programme, celui du RN. On est les seuls à l'avoir chiffré. Et puis Jordan Bardella qui, interview après interview, vous accuse de vouloir, je cite, libérer les prisonniers. Il dit qu'il a vu dans votre programme que vous libéreriez 20% des détenus dès les premières semaines au nom d'une régulation carcérale. Qu'en est-il vraiment? Non mais en fait, avant de vouloir être Premier ministre, M. Bardella devrait commencer par apprendre à lire, quoi. Je pense que ça fait partie quand même de la... Ça ne fait pas partie de votre programme, vous ne libérerez pas 20% des... Ça fait partie de la base, ça fait partie de la base, quoi. Mais il multiplie les fake news, donc il dit ça. Je l'ai entendu dire qu'on voulait désarmer la police, a-t-il dit. Pourquoi? Parce que dans notre programme, nous disons, par exemple, qu'en manifestation, il y a un certain nombre d'outils qui sont utilisés, qui sont dangereux. Et oui, j'assume, par exemple, de dire que en manifestation, quand on va manifester, ça a été le cas par exemple des Gilets jaunes, on n'y va pas pour repartir avec un œil en moins ou avec une main en moins. Oui, donc il y a des sujets sur le fait de mettre en place une politique de maintien de l'ordre qui ne mettent pas en danger les manifestantes et les manifestants. Personne n'a jamais dit que nous allions libérer 20% des détenus. Il n'y a aucune proposition dans notre programme sur ce sujet. Bref, il dit juste n'importe quoi. Donc que les gens consultent notre programme et vous verrez qu'il ne faut pas en croire ce que dit M. Bardella. Toujours un doute quand même sur la question de qui pour être Premier ministre. Vous dites que vous appelez à ce qu'il y ait une majorité pour la gauche, donc un gouvernement, donc un Premier ministre. Sophia Chikirou, hier à la sortie de l'Assemblée nationale, a dit à nos confrères de TF1, ce sera soit Mélenchon, soit un autre insoumis. L'accord, c'est que le Premier ministre soit issu de nos rangs. Non, mais d'abord, première étape, finir le deuxième tour de ces élections. Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Ensuite, dans l'hypothèse d'une majorité absolue pour le nouveau Front populaire. Il y aura donc un gouvernement du nouveau Front populaire. Ce gouvernement sera nécessairement un gouvernement de coalition, dans lequel l'ensemble des composantes seront représentées. Et oui, le principe de base sur lequel nous avons travaillé depuis le début, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Olivier Faure, le premier qui l'a dit, c'est qu'un gouvernement de coalition est toujours dirigé par un ou une première ministre qui est issue de la composante qui sera le plus nombreuse dans la coalition. Il a dit autre chose, Olivier Faure, il a dit que le choix se ferait par vote. J'ai vu, mais écoutez, les deux sont pas incompatibles, c'est-à-dire que ça peut être une personne issue du groupe majoritaire, mais bien évidemment, ça doit se faire en accord avec
toutes les composantes pour qu'un Ma question, gouvernement c'est, est-ce puisse qu'il y aura voir un le jour. vote? Mais ça C'est-à-dire dépend par qu'est-ce que ça veut quelle dire. Parce que modalité vous allez désigner? mais forcément par de la discussion, parce que vous voyez bien qu'on va Donc pas pas de vote. mais on va pas se livrer le ridicule de faire en quelque sorte une primaire de Premier ministre au sein Non, mais il peut de notre y groupe avoir un vote, majoritaire. tout simplement un bulletin secret. Mais il y en d'ailleurs, aura hein, forcément un Non. à la fin. Si, je vais vous dire pourquoi il y en aura forcément un à la fin, puisque comment ça fonctionne s'il y a effectivement un gouvernement du nouveau Front populaire, c'est le président de la République qui doit proposer à une personne d'être Premier ministre. C'est la personne que et vous ensuite, allez il y a un vote de proposer. confiance. La personne, oui, mais ça c'est toute l'Assemblée. Ah bah mais oui, au mais sein donc des les Insoumis députés, et au sein du Front populaire, il n'y aura pas de vote. On l'a bien compris. J'ai dit que j'ai pas dit qu'au sein des Insoumis il n'y aurait pas de choix par un vote des parlementaires. Bien sûr qu'il peut y en avoir un, mais je dis que la proposition, elle sera forcément issue du groupe le plus nombreux et ensuite elle devra se faire en accord avec les autres composantes. Mais en fait, c'est très clair. Si on veut pas, comme c'est le cas depuis 3 semaines, Quand Olivier Faure dit qu'il faut qu'il y ait alimenter. un vote, vous répondez pas oui, bien sûr, parce Je qu'il vous ai y dit aura qu'il y aurait un Vous vote dites, de bon, confiance. Voilà. Oui, mais le vote de confiance, Eh c'est ben, pas donc celui-là tous qui les parlait. dé- C'est pas Eh celui-là ben, qui moi, parlait. je parle de celui-là. D'accord, mais Mais c'est pas voilà, celui-là on qui va pas. parlait. Franchement, il faut prendre les choses étape par étape. Première étape, et j'en profite Donc, pour on verra m'adresser bien. aux électrices et aux électeurs. Non, je leur dis pas. On verra bien. Je leur dis le sujet, c'est quel programme vous voulez pour gouverner ce pays. Et ensuite, il y aura une équipe, un gouvernement qui sera respectueux des différents membres de notre coalition, qui mettra en œuvre ce programme. C'est ça le plus important. Merci Manuel Bompard d'avoir répondu à mes Merci questions. à vous. Coordinateur donc de la France Insoumise et député réélu des Bouches-du-Rhône. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.